C'est toute une équipe qui est derrière. C'est des journalistes, au moins une dizaine de personnes qui travaillent. Et on a une équipe assez sérieuse, compétente, et qui fait un travail formidable. L'Alternative, c'est un journal, c'est pas une équipe de plaisantins. Et tous ceux qui sont passés à l'Alternative, qui ont travaillé avec moi, ils sont pour certains à l'international. Aujourd'hui, pour la discrétion, Maxime, qui a été le premier rédacteur en chef de l'Alternative, il est à l'international. Il forme tous les jours les journalistes. Il est encore quelque part actuellement dans un pays dans le monde en train de former les gens, de former des journalistes. Isidore, dès qu'on est parti en exil, il a rebondi à BBC. Vous suivez ses activités sur BBC. En même temps qu'il est à l'Alternative, il est à BBC et tout ça. On ne prend pas n'importe qui à BBC. Et moi-même, là où je suis, en tant que premier responsable, je suis ici, je fais ce que je peux faire, je suis sollicité sur de grands événements, on travaille sérieusement, on est dans un réseautage assez puissant. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Donc, quand on sort une information, c'est normal que chacun fasse son interprétation. Quand on met une information sur la place publique, il y a ceux qui viendront pour dire « Ouais, c'est ici qu'il a trouvé l'information, c'est celui-ci qui lui a donné, c'est par ici, il est aigri, il est jaloux, il est ci. » Ça arrive tous les jours, même en France. Hein. Même en France, quand les médias passent sur les informations, il y a des gens qui disent « Ah oui, Mediapart en veut à Sarkozy, il en veut à telle personne, à telle personne. » Ça, c'est les réactions du public. Ça ne nous engage en rien. Et on n'a même pas le temps de s'occuper de ça. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'aller chercher des informations et de les mettre à la disposition du public. On s'en fout des interprétations de qui que ce soit en fera. Il y a des gens qui ne sont même pas compétents d'aller chercher une information. C'est eux, dès que vous en sortez, qui disent « Ah, c'est par ici, c'est peut-être une autorité, c'est telle personne qui lui a balancé l'information. » Alors qu'il n'en est absolument rien. Seul le journaliste sait que cette information, c'est par tel canal que je l'ai eu et c'est par ici que je l'ai cherché. Parce que la première des choses que le journaliste protège, malgré tout, même si on le met un fusil sur la tempe, c'est la source d'information. Et quand tu protèges tes sources d'information, des gens viendront toujours te donner des informations parce que les gens t'ont donné beaucoup d'informations par le passé, ils n'ont jamais été détectés, inquiétés. Parce que tu sais fermer ta bouche. Donc, si nous travaillons et qu'au bout d'un certain nombre d'activités, on met un certain nombre d'informations à votre disposition, ne vous inquiétez pas de ce que les gens en font, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont laissé des messages, que telle personne a dit ci, telle personne a dit ça, laissez-les raconter. Rien de ce qu'ils disent n'est vrai, et ne sera jamais vrai. Et certains ont envie juste de bavarder, de raconter des bêtises, c'est ce qu'ils disent, c'est tout. Quand j'ai commencé par dénoncer Tchodier, la gestion de Tchodier, j'ai trouvé, il y a des farfelus qui sont sur les réseaux sociaux qui ont dit que Tchodier n'a rien volé, que Ferdinand, il raconte des histoires, que Ferdinand racontait des mensonges, qu'il est en train de diffamer Tchodier, il raconte ci, il raconte ça. Je reviens sur le cas de Tchodier parce que, justement, c'est par là qu'on a commencé par rapport à l'OTR. Et tout ce que je disais, les gens savaient que c'est vrai. Mais, parce qu'on leur donne 100 000, 50 000 pour raconter des conneries, ils étaient là, il y a même ceux qui ont fait des vidéos pour dire c'est faux, c'est pas vrai, on ne peut pas détourner, jusqu'à ce que Tchodier ne soit éjecté de son poste. Quand Tchodier a été éjecté de son poste, ils ont commencé par nuancer un peu leurs propos. Ils ont commencé par dire oui. Mais comme nous on fonctionne comme des professionnels, on sait là où on veut aboutir, on sait notre point, le pic qu'on veut atteindre, on sait tout ça, mais on laisse les gens brailler, et donc on a continué par parler du dossier, de ses complices, de ses amis et tout ça. Bref, comment est-ce que cette boîte est gérée comme moins qu'une épicerie de quartier, alors que ce sont les ressources des contribuables togolais. Et donc j'ai entendu les gens qui disent « Oui, pourquoi vous dénoncez les gens? C'est la jalousie, c'est l'acharnement. » Il n'y a rien, il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement à dénoncer quelqu'un qui porte atteinte à la fortune publique. Il n'y a pas d'acharnement à dénoncer quelqu'un qui vole l'argent public.
L'argent qui doit servir à construire les écoles, les dispensaires, à faire des routes, à donner des bourses aux étudiants. Si c'est de l'acharnement, alors, mais d'accord. Donc, nous faisons un bon boulot en s'acharnant sur les bandits. Parce que c'est des bandits. Il n'y a pas de jalousie à dénoncer des gens qui volent des centaines de millions par mois au détriment des caisses de l'État. C'est d'ailleurs le travail du journaliste. De dénoncer les voleurs, de dénoncer ceux qui prennent l'argent public, de dénoncer ceux qui s'enrichissent. Mais tous les Togolais ne travaillent pas à l'OTR. Vous savez, depuis qu'on a sorti l'information dimanche dernier, mais j'ai eu des retours, les gens m'ont dit, mais les gens disent partout en ville qu'au prochain concours, ils vont aller tous travailler à l'OTR. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, si tu travailles à l'OTR, tu es comme un élu de Dieu au Togo. C'est une chance formidable que tu as de travailler à l'OTR. C'est déjà une chance formidable que tu as déjà de travailler à l'OTR. Parce que le salaire des gens qui travaillent à l'OTR, c'est un service parapublic. Ce n'est pas aligné sur le salaire des fonctionnaires de ceux qui sont dans la fonction publique. Quand tu travailles à l'OTR, tu as tellement d'avantages que ceux qui sont dans la fonction publique n'ont pas. D'abord, ils sont déjà très bien payés, ils ont des salaires conséquents, ils ont plein d'avantages, ils ont des gratifications, ce que les enseignants, les médecins, ceux qui sont dans la fonction publique, les gens qui sont dans l'armée, les militaires qui meurent au front, eux, ils n'ont pas ces avantages-là. Donc, quand tu es à l'OTR, tu es déjà un choyé de la République. Mais si tu es déjà un choyé de la République, et tu te permets de voler l'argent public, l'argent qui doit servir à augmenter le SMIC des autres, à augmenter le salaire des autres, à augmenter les conditions des autres, et qu'on te tape dessus, ce n'est pas de l'acharnement, c'est une œuvre de salubrité publique, c'est un nettoyage des écuries d'Ogias. Et je trouve qu'on n'en fait même pas assez. On doit nettoyer les écuries d'Ogias, on doit passer l'OTR au Karcher. C'est ça la réalité. Ça n'a rien d'acharnement, rien de jalousie. On n'a rien à foutre avec ça. Donc, nous sommes en train de faire un travail de salubrité publique parce que derrière les recettes de l'OTR, ce sont des entreprises qu'on ferme. Ce sont nos mamans qui sont au marché, qui sont frappées tous les jours par l'OTR, qui sont obligées de fermer les boutiques. Est-ce que vous savez le nombre de nos mamans qui sont au marché, qui sont régulièrement frappées par l'OTR, par des redressements fiscaux, les impôts, la fermeture de sites? Mia dada, mia noko la sigame, koni avant sato et nous sato ko OTR donnant pour tous les jours là. Amero AVC au le remet. Oh AVC au le remet. Mais ya sigame, mais avait bien à mon, mais kawe la sigame. Mia sigame ni neve bien mo mia noko la sigame mia dada mia fofo ko la sigame kamuno en envie ore leme dada ore leme fofo ore leme maman ore le funu et vous qui supportez Fianfion, vous qui supportez les voleurs là, vous avez une soeur au grand marché, un grand frère au marché, un commerçant, un cousin au marché qui sont harcelés régulièrement par l'OTR. Donc l'OTR ferme les boutiques pour non-paiement d'impôts, redressement fiscal. Et quand on prend cet argent chez les commerçants, qui eux ferment leur boutique, cet argent rentre dans les poches de quelques individus. Et vous voulez qu'on ne les dénonce pas? Quand vous avez des entrepreneurs qui ferment les boutiques, qui forment les entreprises à cause de l'OTR, il y a plein d'amis, plein de personnalités qui m'appellent, qui me disent Ferdinand, j'ai fermé mon entreprise à cause de l'OTR, j'ai licencié mes ouvriers à cause de l'OTR, j'ai dû me séparer de mes agents à cause de l'OTR, parce que je n'en peux plus du Togo. C'est beaucoup de gens qu'on envoie au chômage. C'est des dégâts de l'OTR. Pendant ce temps, cet argent qu'ils prennent, ils mettent ça dans leur assurance vie pour leurs enfants qui sont nés et à naître. Et vous voulez qu'on ne les dénonce pas? Et vous trouvez que c'est de l'acharnement? C'est parce que l'OTR, on ne peut pas ban fofo rebajo. On ne peut pas ban eno rebajo. On ne peut pas ban tassi rebajo la sigamo. On ne peut pas tout faire dans nos vies. Yenti, on va les défendre Fianfion, les bandits et les bandites qui sont à l'OTR. C'est pour ça que vous les défendez. Ce ne sont pas des gens défendables. Je ne dis pas que tout est pourri à l'OTR, mais 80% c'est pourri à l'OTR. Je ne dis pas que tout est pourri. Hein. Il y a des gens qui sont honnêtes là-bas, mais 80% est pourri. Mais ces gens-là sont déjà bien payés. Ils sont les privilégiés de la République. Mais c'est eux qui s'adonnent au vol.
et vous ne voulez pas qu'on les dénonce. Vous ne voulez pas qu'on les dénonce. Donc, quand on vous montre la lune, vous regardez le doigt. Ah, où est-ce qu'il a trouvé telle information? C'est elle qui l'aurait donné. C'est elle. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui a donné l'information, qui n'a pas donné l'information? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On n'a rien à foutre de ça. On n'a rien à foutre de ça. Depuis qu'on a donné cette information, les premiers à réagir, c'est les banques. Parce que c'est la panique dans les banques. Et je vous lis une note interne d'une banque. Parce que les banques ont commencé par paniquer avec les assurances. Je vous lis une... Comme je vous ai dit, moi j'ai des gens partout. Hein. Quand il y a deux personnes quelque part, au moins une est pour Ferdinand. C'est des gens parfois que je ne connais même pas, mais qui savent qu'on fait un travail remarquable. Donc, qui d'une manière ou d'une autre vont remonter une information qu'ils ont entendue quelque part. Je vais vous lire les notes de deux banques, d'une banque à Lomé. Le reste, je garde ça pour moi. Pourquoi je ne retrouve pas? Merde. Il faut que je retrouve ces notes-là. Un instant. Voilà. Donc, il y a une première note. Une première note d'une banque. Chères collaboratrices et chers collaborateurs, à la suite de la diffusion ce jour du flash conformité numéro 2 2026 par la division du capital humain, je souhaite insister sur l'importance de la confidentialité dans notre métier. La confidentialité n'est pas une simple règle administrative, c'est le fondement de la confiance que nos clients placent en nous. Chaque jour, nos clients nous confient leurs informations les plus sensibles. En retour, nous leur devons une protection absolue. En tant que collaborateur de le CBI, je commence avec Coris Banque Internationale Togo, nous partageons une responsabilité collective. Protéger les données de nos clients. Nous protégeons nos propres données. Maintenir la confiance que nos clients placent en nos institutions, en notre institution. Respecter les lois qui régissent notre secteur. Préserver la réputation de CBI Togo. Les violations de confidentialité ne sont pas des erreurs mineures. Elles peuvent avoir des conséquences graves. Pour vous personnellement, donc ceux qui, selon la banque, met en garde, il rappelle les principes, la banque, et puis met en garde maintenant les employés. Pour vous personnellement, sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, poursuites judiciaires et responsabilité civile, dommages à votre réputation professionnelle. Pour notre institution, perte de confiance des clients, sanctions réglementaires des autorités, dommages à notre réputation, à notre crédibilité. Pour nos clients, préjudice direct causé par la divulgation, droit à l'indemnisation. Comme vous le savez, la configuration de notre système, là ils leur font peur, la configuration de notre système d'information bancaire nous permet de faire l'historique de la consultation des données de nos clients afin d'identifier les personnes ayant violé les données. Il vous est donc demandé d'utiliser ces données dans le cadre strict de votre activité et de ne pas vous compromettre en emportant ou en divulguant à des personnes non autorisées. Donc, ça c'est le premier effet. Et d'autres banques et assurances ont fait passer des notes internes. Ça c'est le premier effet du live de dimanche. Ça m'a tellement fait sourire parce que nulle part dans la note, la banque n'a pas rappelé que si des gens amènent l'argent volé, il faut signaler ça aux autorités. Vous voyez ces bandits-là, c'est-à-dire que au lieu de sortir une note et de dire « Ah, il faut faire attention à la manipulation des données de nos clients », la première chose que la banque devait faire, c'est de rappeler les dispositifs de blanchiment d'argent et de capitaux aux banquiers en disant « Si quelqu'un vient chez vous avec une valise ou un sac de 500 millions, de 100 millions, vous ne devez pas encaisser cet argent. Vous devez interpeller la direction qui doit interpeller la gendarmerie. » Ils ne disent pas ça, puisqu'ils ont besoin d'argent. Donc, ça, là, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse,
c'est que les employés doivent éviter de manipuler les données de leurs clients. Donc, si un client apporte 1 milliard sans aucune justification, donc, on peut facilement encaisser les 1 milliard. C'est ce que les banques là nous disent. Vous savez pourquoi il y a autant de banques au Togo? Vous savez pourquoi il y a autant de banques au Togo alors que le Togo a un taux de bancarisation très bas? Selon la Banque mondiale ou l'FMI, c'est 32%. Mais vous savez pourquoi il y a tant de banques au Togo? C'est pour des activités comme ça. Le blanchiment d'argent, du banditisme. Recycler l'argent des bandits. C'est pour ça que vous avez toutes ces banques-là au Togo. Parce que les Togolais qui déposent l'argent à la banque ne sont pas nombreux. Et les Togolais n'ont pas fini avec les microfinances pour aller déposer l'argent à la banque. Donc, vous-même, comptez toutes les banques qui sont au Togo, à Lomé là-bas. Toutes les banques qui sont à Lomé là-bas. Comptez-les. Et vous allez vous poser la question, ces banques font quoi sur la place togolaise? Il y a quoi? Il y a quoi d'extraordinaire? Pourquoi on a autant de banques? Donc, au lieu que les responsables de ces banques-là demandent à leurs employés de ne pas encaisser des bandits qui arrivent avec 1 milliard, 500 millions, 100 millions, 200 millions. Ils disent oui, si on t'arrête, tu manipules les données, on va te licencier. Mais les données, les données qu'on a utilisées pour faire les Panama Papers, vous savez comment on les a eues? Vous pensez que vos banques à Lomé là sont tellement sécurisées qu'on ne peut pas prendre des données chez vous? C'est parce que la plupart du temps, on reste dans le registre de journalistes. Si on veut utiliser des méthodes, on va prendre vos serveurs, il ne se passera rien. Il y a des petits qui sont à Lomé là-bas, ils sont aussi à l'extérieur. On les file un peu de pognon. 30 minutes, on ramasse tout. Il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Donc, ce n'est pas forcément un de vos employés qui va manipuler, je ne sais pas quoi. Les données, on peut les avoir par 1000 moyens. Ce n'est pas en sortant des communiqués comme ça que vous arrêtez quoi que ce soit. Ça, c'est la première des choses. Donc, dans les banques, il y a une certaine panique, une surveillance générale et tout et tout. Bon, ils pensent qu'ils vont contenir la fuite des informations en faisant ça. Ça, c'est perdu. Parce qu'on a plein même d'informations qu'on n'a pas encore sorties sur les cas qu'on avait évoqués avant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à l'OTR même, il y a eu des problèmes à l'OTR. Les deux qui sont mis en cause dans cette première séquence que nous avons donné la dernière fois sont inconsolables, si je peux parler ainsi. Dame Clouvy, c'est ça non? Clouvy Dédégan, qui est receveur auprès de Madame Donkor, elle a passé toute sa journée, sa soirée de dimanche, de lundi à pleurer. C'est une femme qui est enceinte. Elle prévoit aller accoucher à l'extérieur, certainement aux États-Unis. Ceux qui défendent ces gens-là, nous fidjoube gavoa, nous fofo avec dinaville américaine, nous avons vu la nationalité américaine. Et c'est comme ça. Quand eux volent l'argent du pays, elles tombent enceintes, elles vont accoucher aux États-Unis. Pour que leurs enfants aient la nationalité américaine, qu'ils soient protégés. Vous, qui les défendez, qui n'aurez jamais la chance même d'aller dans un consulat pour prendre un visa, ni de monter dans un avion, vous venez les défendre. Eux, ils volent l'argent. Ce n'est pas seulement les dames, il y a aussi les hommes. Eux, ils volent l'argent. Et quand elles tombent enceintes, elles vont accoucher aux États-Unis pour que leurs enfants aient la nationalité américaine, donc pour qu'ils soient protégés. Et vous, vous venez les défendre. Mais vous n'avez rien. Vos enfants ne seront pas aux États-Unis. Vos enfants n'auront pas la nationalité américaine. Vous avez appelé les va-nu-pieds. Vous les défendez. Agbetola fit 100 millions. Agbetola fit milliards. Là, c'est vers nos banques, mais na evion, quinto. Nya nye ke moule pon, ne pepe la doua. Ma non. Vidéo, be moule supporter, oui. Nya togoto be nou nya nya yon. Tagbo, kuna mi kaka. Amo le fit des millions. Sur le banque na be vio. Et mieux, il va gagner les dons à dit. B.O.B. Pourquoi on fait ça? On le fait, j'oublie Bobega. Donc, elle a passé tout le temps à pleurer. Sa mère avec. Mais quand elle volait l'argent, sa mère ne lui a pas dit, vigne fille, on le peut. C'est aussi une question d'éducation. Quand votre enfant
a un boulot et qu'elle vit au-dessus du salaire que son boulot lui procure. Elle est tout le temps dans les avions, elle voyage, elle porte des bijoux de valeur, de grande valeur. C'est à vous les parents de dire, mais où est-ce que tu trouves autant d'argent? Même votre enfant se permet de voyager avec vous à Dubaï et met sa maman dans l'avion alors que ton salaire ne permet pas de faire ça. Votre enfant va en Turquie pour faire des chirurgies esthétiques, pour maigrir. Votre enfant s'offre des luxes qui dépassent son salaire. Changement de voiture chaque année, voiture maison. Aucun parent n'a dit, ma fille, où est-ce que tu trouves autant d'argent pour dépenser? Attention, demain, tu peux avoir des problèmes. Aujourd'hui, quand on est tombé sur elle, elle est en train de pleurer, sa maman pleure, ses frères pleurent, ses soeurs pleurent. C'est normal. Quand on attrape un voleur, le voleur va pleurer. C'est ça la réalité. Donc, elle a passé tout à pleurer et à l'OTR, elle a été mutée. Puisque elle est à la direction de renseignement avec Dame Doncor, elle a été, le lundi déjà, elle a été mutée avec 2 autres personnes dont un certain combattait, dont j'avais déjà parlé. Elle a été mutée rapidement de ce poste-là à titre conservatoire. Elle a été mutée et on leur a demandé le même jour de faire la passation des charges. Le jour, la note de mutation est sortie, une mutation interne, on les a obligés immédiatement à faire une passation de charge immédiatement. Donc ça c'est le cas de cette dame-là qui continue par non, elle ne va pas accoucher à Bé. Et bien même c'est trop. Elle va accoucher à Ségbé. Vous connaissez le CMS de Ségbé là-bas. Elle va aller accoucher. Elle ne va pas aller accoucher à Bé. Et bien même là c'est mieux. C'est mieux bâti. C'est-à-dire l'hôpital de Bé là, c'est mieux. Elle va aller accoucher à Ségbé. Vous connaissez le CMS de Ségbé là. Il y avait ça là-bas quand on était tout petit. On allait acheter le sel à la frontière là-bas avec nos mamans. Ségbé, dans les années 84, 85. C'est là-bas qu'elle va aller accoucher. Ou bien l'hôpital, le CMS qui a Djaglé là-bas, là, où les femmes accouchent sur les briques là. C'est là-bas qu'elle va aller accoucher. Pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Voilà. Il faut qu'on soit clair avec les gens. Hein. Il faut qu'on soit clair avec les gens. Donc, elle a été mutée. Et maintenant, il y a un gros malaise dans la boîte. Dame Doncor, elle n'a pas encore bougé. Elle est toujours sur place. Nous, on a nos éléments qui sont là. On attend parce que, voyez-vous, quand on a commencé cette histoire-là, il y a Tchodié qui s'est moqué de nous. Je vais vous passer le tweet qu'il a fait pour se moquer de nous. Vous allez voir le tweet que Tchodié a fait pour se moquer de nous. Quand on a commencé cette histoire-là, il s'est moqué de nous et il nous a qualifiés de journaleux. Et le jour qu'on m'a envoyé le tweet, que le monsieur là, et dans son bureau, il a envoyé un tweet, voilà le tweet. Si on peut le lire ensemble. Il avait fait ce tweet là. Je ne sais pas comment enlever les... Voilà. Voilà. Un instant. Non, c'est bon. C'est bon. Voilà le tweet qu'il a fait. C'était le 16 avril 2025. Donc le 16 avril 2025, Tchodié s'est fendu de ce tweet-là. Philippe Tchodié, il dit, avec un objectif de 1210 milliards à mobiliser par l'OTR Togo en 2025, contre 1098 milliards réalisés en 2024, et 40 milliards et 400 milliards en 2014. Donc, les chiffres dégressifs qu'il a donnés là, c'était pour se moquer de ses prédécesseurs. Focus sur nos missions. Point de distraction. Que les bosseurs travaillent, les journaleux amusent la galerie. Tous Togolais et chacun son talent. Extraordinaire. Je répète. Il dit, avec un objectif de 1210 milliards à mobiliser par OTR Togo en 2025, contre 1098 milliards réalisés en 2024 et 400 milliards en 2014. Les 400 milliards, là, ils sont moqués les gens qui sont venus après. Focus sur nos missions. Point de distraction. Que les bosseurs travaillent et les journaleux amusent la galerie. Tous
tous Togolais, à chacun son talent. Donc, pour lui, c'était nous les journaleux. Et lui, il était un grand bosseur. Et quand j'ai vu le tweet là, j'ai dit, mais le gars là, sur quoi il compte, il fait ça? Sur quoi il compte, il fait ça? Il dit ça. Moi, il ne m'arrivera jamais de ridiculiser quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Si il est voleur, je dirais qu'il est voleur. S'il est prévaricateur, non, laissez le tweet, il est prévaricateur, je dirais qu'il est prévaricateur. Mais qu'il essaye de vouloir mépriser des journalistes, des gens qui ont fait leurs preuves partout. Je viens de vous rappeler ce que nous sommes à l'alternative. Nous là, on a des entrées partout. Et partout on rentre là, c'est pas n'importe qui rentre là-bas. Mais on est très humble. On ne se lève pas pour dire ah oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je vous ai dit ici que moi j'ai eu la chance de ma carrière de journaliste de rentrer à la Maison Blanche, de rencontrer un conseiller de Biden, de faire une réunion de 45 minutes, d'être pas loin du bureau du président américain. C'est quand même un privilège, mais je ne mets pas ça sur la tête comme un trophée. Et lui, il se permet de dire que nous sommes des journaleux. Je ne sais pas si ce sont ses amis qui lui ont dit d'écrire ça. Et c'est cette arrogance-là qui l'a fait tomber. Vous vous rappelez de Mediapart? À chaque fois que Mediapart sortait quelque chose sur Sarkozy, Sarkozy sortait pour dire ouais, c'est de l'acharnement, c'est quelle indignité, c'est quel journal, c'est ceci, c'est ça. Alors que Mediapart avait des preuves contre Sarkozy. Quand un journaliste, de plus un journaliste d'investigation, te dit que j'ai des choses sur toi, on ne te demande pas de ne pas te défendre, mais n'essaye pas de vouloir le ridiculiser. Un jour, il va t'abattre. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a sur toi, tu ne sais pas ce qu'il a, tu ne sais pas quels sont les éléments. Il y a des documents que nous avons sur des gens il y a 10 ans. Nous avons conservé ça. Il y a des documents qu'on a sur les gens il y a 5 ans. C'est toujours aux archives. Le jour où le dossier de la personne tombe chez nous, on ressuscite ce qu'on sait déjà. Et donc, on agence tout ça. Plus les éléments nouveaux. Donc, il a fait ce tweet-là pour se moquer de nous. Nous, les journaleux de l'alternative, notre talent, c'est de dénicher les voleurs. Et les voleurs, ce sont eux. Ils ne sont pas les bosseurs, ce sont des voleurs. Donc, on laisse passer le tweet. Rancunier n'est jamais pressé. Très bien, merci pour les commentaires. Et donc, nous, on a fait ce travail-là. Et ça a bouleversé. Il y a eu une ambiance terrible dans la boîte. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais au niveau du procureur, rien n'a bougé. Au niveau des assurances, à part les mesures conservatoires qu'ils ont prises, rien n'a bougé. Normalement, c'est la justice qui devait s'occuper de cette affaire-là. J'ai entendu des gens qui sont sortis pour dire ouais, que les gens peuvent... Oui, on a vu les preuves, des gens ont déposé 100 millions, tout ça. Mais ces 100 millions, c'est trop. Vous savez de quoi on parle? Vous savez de quoi on parle? En privé, parce que c'est en privé qu'ils ont commencé par dire. Ils ont commencé par dire oui, ouais, c'est vrai qu'on reconnaît 100 millions, les 100 millions qu'on a déposés, mais ces 100 millions c'est trop. On n'a pas déposé 500 millions. Ah bon? Vous n'avez pas déposé 500 millions. Vous n'avez pas déposé 500 millions. C'est à des gens qui ne savent pas comment vous manipuler l'argent. C'est à ces gens-là que vous pouvez dire ça. C'est à ces gens-là que vous pouvez dire des choses comme ça. Tant que les 100 millions, eux, on les a sortis. Les autres aussi arrivent. Ne vous inquiétez pas. Les autres aussi arrivent. Et pas que pour vous seuls. Pour tous les autres qui sont là-bas et qui ont fait de l'OTR leur chasse gardée, qui puissent l'argent comme de rien n'était. Et tout ce système-là, c'est Faure qui a mis ça en place. C'est Faure Gnassingbé qui a mis tout ce système en place. Parce que c'est lui qui permet aux gens de voler dans le pays. Et ces voleurs-là sont devenus les piliers de son régime dans leurs régions respectives. C'est un système à la Paul Biya. C'est-à-dire, je vous laisse voler de l'argent. Tant que vous ne convoitez pas mon fauteuil, je ne vous menace pas, je ne vous arrête pas. C'est un système inspiré de Paul Biya. C'est-à-dire, on laisse tout le monde voler. Tous ces gens que vous voyez là, ils ont la carte UNIR. C'est avec la carte UNIR qu'ils se couvrent. Ils ont la carte UNIR. Et pendant les élections, ce sont ces gens-là qui retournent dans leur localité respective pour bourrer les urnes. C'est eux qui donnent l'argent aux jeunes pour bourrer les urnes et renverser le cours des résultats. J'ai l'impression qu'il y a des gens
qui ne comprennent pas les implications de ces révélations-là. Au Togo, là-bas, on les appelle les cadres. Ils sont tous des préfectures. Ils sont de toutes les préfectures. Pendant les élections, c'est pas Fort Yassimbe qui descend à la préfecture de la Bina, dans le Pendjal, dans je ne sais où, pour bourrer les urnes. Ce sont ce qu'on appelle les cadres, qui sont dans l'administration, qui sont aux impôts, à la douane, qui sont parfois des comptables dans les ministères, les chefs de projet. C'est eux qui retournent au village. C'est eux qui retournent dans leur préfecture. Et c'est eux qui donnent, après avoir fait campagne, qui donnent l'argent aux jeunes, aux enseignants de bourrer les urnes et de changer le cours des résultats électoraux. C'est ça la réalité. Que certains politiciens aveugles ne veulent pas comprendre. 1000 fois vous irez aux élections avec eux, quand ils auront de l'argent, ils vont toujours voler les élections, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien du tout. Parce que dans les villages, c'est eux qui bourrent les urnes. Madame Tomega, elle est actuellement, elle est en front avec Fort, mais ils vont encore se réconcilier. C'est elle qui est restée devant, dans toute la préfecture de Vaud, là-bas, ils ont bourré les urnes. Avec les cadres de MIFA, les gens de MIFA, tout ça là, c'est eux qui sont allés là-bas bourrer les urnes dans toutes les localités et changer le cours des résultats. Dans la V, c'est pareil. Dans le Zio, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Et ces gens-là, ils ont tous les cartes de unir. Pendant la campagne, ils retournent au village pour donner l'argent aux jeunes de bourrer les urnes. C'est eux qui entretiennent aussi pour certains des milices qui empêchent les opposants de venir faire les meetings dans leur localité. Et donc, même si Fort ne les arrête pas, parce que ce sont ces éléments, nous devons les dénoncer. Nous devons mettre le regard des populations sur eux. Et c'est le plus important. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire. Parce que, comme on le dit chez nous, on pète en la main. C'est ça la réalité. C'est ça le fond. Ça, c'est la première des choses que vous ne savez pas. Non, c'est la deuxième. La première, c'est que ces gens-là, c'est eux qui détruisent les entreprises. La deuxième, c'est ça. La troisième, c'est que ces voleurs-là, ces voleurs que vous défendez là, vous voyez dans la périphérie de la ville de Lomé, partout les terrains sont chers là. C'est eux qui provoquent l'inflation foncière. Ce sont les voleurs là qui font que les terrains tout autour de Lomé sont chers. Parce que les vendeurs de terrain qui sont à Sobo, Sito, Lekba, Sito, Mouepé, tout ça, le terrain qu'ils doivent vendre à 10 millions, il dit de le vendre à 30 millions. Parce qu'il sait que si toi, tu n'as pas l'argent, le fonctionnaire de l'hôtel va venir, va payer. Chaque. Et il faut que moi. Fonctionnaire c'est ça qui fait que aujourd'hui vous avez des terrains qui sont à Libasito, Sobosito, Djagbre, qui coûtent plus cher que des terrains dans la banlieue, je ne sais pas, de Dakar, de New York, d'Abidjan. Alors que les infrastructures ne suivent pas. Mais à Jaune Kowe, en toute honnêteté, mais il m'a dit 5 millions, là même 2000 euros, les Libasito là tout à cause de ces gens-là, pour avoir un petit toit pour votre famille. C'est ces gens-là qui viennent avec l'argent cash. Le vendeur dit c'est 100 millions, il paye parce que c'est de l'argent qu'il a volé. Il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas mettre ça dans une banque. Il paye. Du coup, les terrains dans la zone prennent de la valeur. C'est ça la réalité. Donc, à niveau qu'on les retire les lomés, mais écoute, ce sont ces gens-là qui sont à l'origine de ces choses-là. De l'inflation foncière. C'est eux qui font ça. Donc, nous avons le mérite de les dénoncer, de les exposer. Parce que, en les exposant, non seulement nous nourrissons la colère de la population contre ces gens-là parce que c'est des bandits, mais nous permettons aussi à la communauté internationale de voir. On m'a remonté les réactions de certaines autorités. Comme j'ai dit que j'ai toujours des oreilles partout, on m'a remonté des réactions. On m'a dit, mais le gars il dit des choses, c'est vrai qu'on sait que ce qu'il dit est vrai, mais là, quand il commence par sortir les preuves, mais on va avoir des problèmes avec le FMI. On va avoir des problèmes avec la Banque mondiale. Ils vont me demander, mais comment est-ce qu'on peut laisser la corruption gangréner des structures comme les régies financières où les gens prennent 100 millions, 50 millions, 500 millions, 300 millions pour aller déposer sur leur compte, mensuellement. Donc, ça aussi, c'est les conséquences. Donc, ne pensez pas que ce qui se passe là, ça n'a pas d'effet sur la société. Ça a bourdonné beaucoup dans l'armée. Parce qu'on a des militaires qui sont au front. On a des militaires qui sont au front, qui n'ont même pas
de rations alimentaires, qui ne peuvent même pas renouveler leur treillis. Mais ils sont au fond, ils meurent pour le pays. Mais ils ne peuvent pas épargner à la fin de leur carrière 1 million, 50 millions, 20 millions, 2 millions. Mais vous avez des gens qui se lèvent un matin, hein, qui sont des fonctionnaires, qui vont mettre 100 millions, 200 millions, tout ça sur leur compte. Et préciser que c'est l'argent pour eux, pour leurs enfants et les enfants à naître. Et ils vont aller accoucher aux États-Unis. Pendant que vous avez des gens qui meurent sur le terrain, vous avez des fonctionnaires qui prennent l'argent de l'État pour aller faire des chirurgies esthétiques en Turquie. On me dit, avec Bio Poto, Ano Poto, et Adjomoti, Koutao, les Turquies. Et on est fonctionnaire de la République. Vous trouvez l'argent où? Pour aller faire des chirurgies esthétiques en Turquie. Et on parle, les gens disent oui, pourquoi on dit ça? Mais attendez, mais je ne sais pas. Donc, moi, c'est ce que je peux vous dire sur la question de l'OTR. Et comme j'ai eu à le dire, il y a d'autres choses qui ne vont pas sortir maintenant. Je l'avais dit dans le live du dimanche passé. On les garde aux frères. C'est pour ça que quand les gens sont là, ils racontent des conneries, moi je les écoute, je ris seulement. Ce n'est pas vous qui avez le dossier, c'est nous. C'est nous qui savons les preuves qu'on a, les éléments qu'on a. Et donc, on attend. Quand on a commencé par parler de Tchodier, les gens se sont précipités pour le défendre. Depuis qu'il a été dégagé, plus personne ne le défend. Maintenant, les gens disent, ah oui, où est-ce qu'il trouve les informations? Mais un journaliste est fait pour aller chercher les informations. Un journaliste est fait pour aller chercher les informations. On s'en fout de la manière dont il trouve l'information. Il est fait pour aller chercher l'information. C'est son travail. C'est son travail. Le travail du journaliste, c'est d'aller chercher l'information et de le mettre à la disposition du public. Vrai ou faux? Comment est-ce qu'on doit se poser des questions? Où est-ce qu'il a trouvé l'information? Rien à foutre. Rien à foutre. Rien à foutre. Alors, le monsieur dont j'ai cité un monsieur dont je n'avais pas donné le nom, à qui ils ont tendu un faux ATD, avis à tiers détenteur. Lui aussi, il a subi des menaces de ses proches. De partout, les gens l'ont appelé. Ouais, comment est-ce que tu as pu envoyer le dossier à ce journaliste-là? Et le monsieur dit, mais écoutez, certains qui l'ont appelé leur a dit, vous êtes mes frères, j'ai eu des problèmes, on a détruit mon entreprise. J'avais 50 camions de distribution de ciment. J'étais un distributeur agréé. Aujourd'hui, je n'ai même plus 2 camions. L'OTR a détruit mon entreprise pour la simple raison que un responsable de l'OTR m'a demandé de lui faire un prêt de 20 millions, de 15 millions. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. Il a dit que je vais te montrer. Il envoie les gens redresser ma société. Ils ont détruit ma société. J'avais plus de 50 employés. Tous ces employés sont aujourd'hui à la maison. Mes véhicules sont devenus des cacogoblés. J'ai vendu tout. Le monsieur, il parlait, il versait les larmes. Il me dit, quand il m'a appelé, il dit, Ferdinand, il faut m'aider. Et quand j'ai balancé le dossier, ce sont ses propres frères qui sont dans une île qui l'appellent pour le menacer. Comment est-ce que tu as pu envoyer le dossier à ce journaliste-là? Tu le connais, tu sais ce qu'il fait, et tout, et tout, et tout. L'OTR a appelé le monsieur. Le monsieur est allé à l'OTR. Depuis que j'ai sorti le dossier, il est allé à l'OTR. Parce qu'il avait déposé des recours à l'OTR, il avait saisi l'OTR, l'OTR n'a pas réagi. Quand j'ai sorti le dossier, il est allé à l'OTR. Il est allé transmettre tous les documents à l'OTR. Ils ont actuellement en leur possession le faux avis à tiers détenteur. Ils ont ça. Donc ils savent que leurs agents, leurs cadres, leurs chefs de division fabriquent des faux avis à tiers détenteur pour anarquer les opérateurs économiques. Lui, ils ont pris 50 millions. Ils l'ont effrayé. C'est-à-dire que je vais voir un commissaire dans mon quartier, il me tient une convocation, je viens donner à un opérateur économique pour l'effrayer. Quand tu convoques là, si tu ne me donnes pas de l'argent, il me donne de l'argent et puis on déchire la convocation. C'est ça, c'est des méthodes de voyous et de bandits. Son dossier est aussi à l'OTR actuellement. C'est chaud là-bas. C'est tellement chaud là-bas actuellement. Entre eux. Le monsieur m'a dit, lui, il est devenu cabri mort, il n'a rien à foutre. Donc, les amis, moi, c'est ce que je peux partager avec vous. Mais je vais faire une dernière analyse pour terminer le live.
L'argent que les filles là ont mis en cachette, elles en ont mis plein d'autres. Hein. C'est ce qu'on a attrapé ça. C'est-à-dire c'est ce qu'on a pris là. C'est ce qu'on a pris ça. C'est les preuves qu'on a eues. C'est des versements mensuels. Ou parfois 2 fois par mois. Ils versent l'argent régulièrement. Mais c'est ce qu'on a pu. C'est sur ça qu'on a mis la main. Voilà l'expression. Donc ça veut dire que c'est des filles qui sont là-bas. Elles ont peut-être 500, 600, 700, 800, 900, peut-être 1 milliard sur leur compte. Vous imaginez ce que c'est? Vous savez, au Togo, qu'il y a des mairies. Des mairies, hein, mairies d'Apaon Ouest, ou bien, je ne sais pas comment on appelle les préfectures là-bas, Pendial Ouest, mairie de Mont-Est, mairie de Tou, je ne sais pas quoi. Ils n'ont pas de budget qui dépasse 50 millions. Vous savez ça? Un budget annuel d'une mairie au Togo. Le budget annuel d'une mairie au Togo, ça ne dépasse pas 50 millions. Budget annuel d'une mairie au Togo, mairie Gan, les Togo, budget, les copuromés, mairie a les dépasser 50 millions parce qu'il n'y a pas de ressources dans la localité. Mais un seul individu va mettre sur son compte 100 millions en un seul mois ou 2 fois par mois. La mairie de Vaughan 2, Vaud 2 là, je ne sais pas quoi là, le budget c'est 46 millions ou 47 millions. Vaughan, dans la zone des phosphates, la mairie Vaughan 2, le budget c'est 47 millions. Moins de 50 millions. Donc vous avez des gens au Togo qui volent 2 fois le budget d'une mairie en un seul mois. En un seul mois. Vous avez des gens au Togo en un seul mois qui volent le double du budget d'une mairie. Il est combien? Il y a quelqu'un au Togo qui vole en un seul mois le double du budget d'une mairie. Et personne ne l'arrête. Le procureur n'ouvre pas une enquête. La justice ne s'auto-saisit pas. Personne ne réagit. Parce que c'est fort qui couvre les bandits et les voleurs. Parce que ces gens-là sont au service de son pouvoir. C'est eux qui sont les piliers de son pouvoir dans les localités, les villages et tout ça. Vous avez vu la preuve, non? Depuis hier, il a nommé 2 autres personnes. On va voir les images de ces personnes qu'il a nommées. Voilà les nouveaux voleurs qu'il a nommés à la place des anciens voleurs. C'est-à-dire que ces gens, si on peut avoir les 2 photos en même temps, c'est-à-dire que ces gens qu'il vient de nommer ne sont pas mieux que ceux qu'il est en train de remplacer. C'est des gens qui avaient déjà fait des dégâts à l'hôtel qu'on connaît. Hein? Et maintenant, on les ramène aux responsabilités. On les ramène aux responsabilités. Eux aussi, tels que vous les voyez là, pendant les campagnes électorales, c'est des gens qui ont des cartes unies. Ils vont dans les villages pour faire les campagnes et menacer les gens. Il y a un là-bas, il est de... Celui-là, je pense qu'il est de... Celui-là, il doit être des lacs, peut-être vers Agbanaké. C'est eux qui faisaient la campagne pour unir à Agbanaké là-bas, menacer les gens. L'autre, il est de Pia. Voilà. Donc, voilà les piliers du régime de Faure Gnassingbé. Donc, il amène de nouveaux voleurs pour remplacer des anciens voleurs. Et les anciens voleurs, on ne leur fera rien. On va laisser l'opinion digérer, oublier, et puis après, bon, on attend le prochain scandale. Ça, c'est les nouveaux voleurs qui ont été nommés. Hein? Vous avez des gens à l'hôtel qui avaient des guichets automatiques dans leur maison. Je vous avais dit une fois ici que on est allé ramasser l'argent chez un officier qui avait un guichet automatique chez lui à la maison. Vous savez ce qu'on appelle guichet automatique? C'est-à-dire, le gars, il commande un guichet automatique, il met des billets de banque dedans, il dépose à la maison pour que les gens ne viennent pas l'embêter, de demander au grand frère, oncle, grand frère, il faut me donner de l'argent. Il programme ça. Donc toi aussi, tu viens, tu tapes, tu sors 100 000, tu sors 50 000 chez lui à la maison. Et les gens ont ça au Togo, guichet automatique à la maison. Donc, que personne ne s'offusque du fait qu'on est en train de dénoncer ces gens-là. Le mal que ces gens-là font au Togo est innommable. C'est des crimes économiques. Regardez un CG, une école à Bassar. Une école à Bassar. Voilà une école à Bassar. Entre Bassar et Bapuré. Nous sommes dans la région de la Kara. Entre
entre Bassar et Bapuré. Ça, c'est une école. Je vais vous donner la localité même. Je le cherche. La localité exacte. Entre Bassar et Bapuré. La localité se retrouve sur le téléphone. Mais c'est entre Bassar et Bapuré. C'est... la technique peut me renvoyer le lieu. Je l'ai mis dans le dossier. Ça, c'est une école qui va former les prochains cadres de la République. Si on prend les 200 millions que les dames là ont déposés, on n'a pas déjà construit ces écoles-là. Les 100 millions fois 2 que nous on va déposer à même tout ce qu'on on formé des vieux. On n'a pas déjà construit les écoles. Ne serait-ce que les 100 premiers millions qu'on a vus là, les 100 millions là, au moins ça on a vu les 100 millions. Si on prend les 200 millions là, on n'a pas déjà construit les écoles là pour permettre aux enfants de bien étudier. Ça c'est une école. Ensuite, il y a le lycée de Tokoin qui est en délabrement. Je reviens tout à l'heure sur l'OTR. Il y a un fait que j'ai oublié, très important. Le lycée de Tokoin. Que j'ai oublié. Ni pas lycée de Tokoin. Lycée de Tokoin. Vous voyez comment l'établissement est en train de s'effondrer. Lycée de Tokoin. Voilà. La localité de Bassa, c'est Koudjokpompon. Koudjokpompon. Dans Bassar, plus précisément entre Bassar et Bapuré. C'est un collège en plus. C'est pas un cours primaire, c'est un collège. C'est un collège appelé collège Koudjokpompon. Koudjokpompon, dans Bassar, plus précisément entre Bassar et Bapuré. Donc c'est un collège que vous voyez ça, à Koudjokpompon. Pendant ce temps, il y a des fonctionnaires de la République qui prennent l'argent public pour aller faire des chirurgies esthétiques en Turquie. Je vous ai dit que la corruption est consubstantielle du parti UNIR. Malgré que le parti UNIR a fait du parti communiste chinois son associé. En Chine, on exécute les voleurs, on les condamne à mort. Mais à UNIR, on donne la promotion aux voleurs. Et je vous ai dit plusieurs fois que le jour où Faure Gnassingbé m'a convoqué, le jour où Faure Gnassingbé va lancer une bataille ou une guerre contre la corruption au Togo, la prochaine réunion de UNIR qu'il va convoquer, il n'y aura personne, y compris lui-même. Je répète, le jour où Faure Gnassingbé va lancer une guerre contre la corruption au Togo, la prochaine réunion de UNIR qu'il va convoquer, il n'y aura personne, y compris lui-même. C'est ça la réalité. Donc, l'argent que les deux dames là ont déposé le week-end passé, le week-end surpassé ou en début du mois, ça a déjà servi à construire ces écoles-là. Ces deux écoles-là. Mais regardez le lycée de Tokoin. Regardez le lycée de Tokoin. Comment le lycée de Tokoin est en train de s'effondrer. Le lycée de Tokoin, l'un des plus anciens lycées du Togo. Construit, je pense que la construction a été lancée par Sylvanus Olympio. A été lancé par Sylvanus Olympio, oui, et a été inauguré en 66 ou 67. Voilà le lycée de Tokoin, qui est en délabrement. Et c'est à côté du camp, hein. Fort passe là-bas régulièrement. Lycée de Tokoin, qui a formé les plus grands cadres du Togo. Lycée de Tokoin, nous sommes 100 millions fois 2 mois que nous viens au fian. On a trop tapé immeuble, on a trop joro, et bien on vit là, il se trouve dans les bonnes conditions. C'est pour ça qu'on se bat. Ce n'est pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Ça, c'est le lycée de Tokoin. Le plus grand lycée au Togo. Le plus grand lycée au Togo. Alors, je termine, voilà. Je termine donc sur le volet de l'OTR par cette histoire que je vais vous raconter. Les autres choses, comme je vous l'ai dit, on les laisse en suspens. On va voir comment ils vont réagir. On agira selon les circonstances. Alors, il y a un jeune homme qui est actuellement en prison, qui est aussi un protégé de Madame Donko et sa famille. Et ce jeune homme-là, il s'appelle Kélia Fiacre. Il a fait ses études à Formatec, et puis après, il a été affecté
par des méthodes, je ne sais comment, il a été recruté au cadastre, et du cadastre, il a été envoyé aux impôts à la division d'Aguanivé. Et après, il a été affecté à la DTRF pour s'occuper de la TVM. Vous voyez, la fameuse TVM pour laquelle on arrête les véhicules tous les jours en circulation. Nous, les diaspora, et on doit rouler le métier là, on a tout TVM. Nous, les Ganamé, on doit rouler le métier là. Toute la diaspora, c'est-à-dire africaine, européenne. Une fois que tu as un véhicule au Togo, tu paies la TVM. Donc, tu payes des impôts au Togo. Tu payes des impôts pour que ta voiture puisse circuler au Togo. Et donc, tu as le droit de demander pourquoi on gère mal nos impôts. Parce que tu es dans la diaspora, tu payes. Tu payes la taxe d'habitation. Tu payes l'électricité publique, les factures. Donc, tu as le droit de demander des comptes. Donc, ce gars-là, qui a vécu chez le père de Donkor, qui est d'ailleurs député et sénateur aujourd'hui, par les jeux de leur connaissance, il a été recruté à l'OTR et il a été déplacé à la DTRF, à la direction de la TVM. La TVM, c'est la taxe qu'on prend pour les voitures. Là. Je ne sais pas comment ils appellent ça, TVM, taxe sur les véhicules, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, ils appellent ça TVM. Donc, quand tu ne payes pas, tu ne sors pas. Donc, ce jeune homme a mis un système en place pour détourner la TVA jusqu'à hauteur de 200 millions de francs CFA à l'OTR, la TVA. Avec un de ses amis, ils ont créé une société et il utilise le nom de la société de son ami pour diriger la TVA sur cette société-là et détourner l'argent. Lorsqu'il a été arrêté, ce jeune homme, on l'a amené à l'OTR. À l'époque, puisque sa marraine est puissante, son parrain c'est aussi tchadien, rien ne lui arrivait. À chaque fois qu'on le signalait, il était protégé. Quand il a été arrêté, on l'a amené à l'OTR. Il était insolent, on l'a traduit au conseil de discipline, il était insolent devant comment appelle-t-on, les responsables de l'OTR. Et l'OTR a porté plainte, ils l'ont déféré devant le procureur. De même, devant le procureur, il était sûr qu'on n'allait rien lui faire. Le père de Donkor, qui est député au sénateur, était là pour le protéger, pour le défendre. Finalement, son insolence a fait que le juge a pris un mandat de dépôt contre lui et il est à la prison civile de Lomé depuis décembre. Il a détourné 200 millions sur la TVA à l'OTR. 200 millions, c'est un petit. Vifé Kobeni, c'est un petit. Il a détourné 200 millions. Il est actuellement à la prison. Je viens de vous donner son nom. 200 millions à l'OTR. Un jeune. Je ne suis même pas sûr qu'il a encore 30 ans. 200 millions, il a détourné à l'OTR. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc, on ne peut pas rester là et regarder tout ça sans rien dire. Donc, voilà pourquoi moi, chaque fois que je tomberai sur des dossiers de ce genre, que vous soyez, je ne sais pas quel responsable de quoi, on va vous faire ça propre. Si Ford ne veut pas vous traduire devant les tribunaux parce que vous êtes les piliers de son régime dans les préfectures, nous, on va vous exposer devant le peuple togolais. Et quand on va vous exposer devant le peuple togolais, même les militaires, même ceux qui sont dans UNIR qui ne mangent rien, depuis qu'on a sorti les dossiers des deux dames là, j'ai eu plein de réactions qui sont venues de UNIR. Les gens disent, donc eux ils sont là, ils ne mangent rien, les petites filles mettent beaucoup d'argent comme ça. Donc, c'est un sentiment humain. Il y a des militaires qui commencent par dire, mais attendez, comment est-ce qu'on peut se taire par rapport à tout ça? C'est l'effet qu'on recherche. En exposant la gabégie, la corruption du régime de Faure Gnassingbé. C'est ça, nous, notre part, en tant que journalistes. C'est notre part que nous faisons. Maintenant, les autres entités de la société, allez faire votre part. Si vous ne faites pas votre part, ne venez pas accuser les journalistes. Le journaliste, lui, fait sa part. Sa responsabilité, c'est d'aller chercher l'information, c'est de le mettre à la disposition de l'opinion. Et l'opinion juge. C'est ça le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, ce n'est pas de se substituer aux syndicats, à la société civile, aux acteurs politiques. Non, ce n'est pas le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, c'est de mettre les informations à la disposition de l'opinion. Et c'est à l'opinion, au corps intermédiaire, de demander des comptes à ceux qui gèrent la République. C'est ça la réalité. Quand vous êtes tellement... Il y en a qui sont tellement timbrés au Togo qu'ils ne voient que le bout de leur petit nez et ils ne réfléchissent pas au-delà de ce qu'on leur dit. Je répète, et je termine par là. Améou,
UNIR se comporte aujourd'hui comme un parti-État. Tous ceux qui sont dans la fonction publique, ne serait-ce que majoritairement ceux qui occupent les postes stratégiques, ils ont les cartes de UNIR. Pendant les périodes électorales, les campagnes électorales, ce sont ces gens-là qui retournent dans leur village, dans leur préfecture, pour faire la campagne pour unir et ensuite pour bourrer les urnes pour unir. Donc vous avez intérêt à les combattre. Vous avez intérêt à les combattre. Un instant. Vous avez intérêt à leur demander des comptes. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, on a parlé, on a écrit aussi un très bon article la dernière fois sur les véhicules d'un Américain qui a été volé, qui a été saisi par les autorités togolaises, par l'ANR. Après, on dit que ce n'est pas l'ANR, c'est le ministère de la Sécurité. En tout cas, c'est l'ANR qui avait mis une saisie sur les véhicules, une Bentley, et puis je pense une Porsche, je ne sais pas quoi. Un Ghanéen un Américano-Ghanéen qui a fait toutes les formalités. Le Togo même lui a signé les papiers d'Interpol, il a payé tout ça, le véhicule n'a jamais été volé. C'est un véhicule qu'il a acheté aux États-Unis, qu'il a fait transiter par le Togo. Et ils ont bloqué le véhicule. Le gars a saisi l'ambassade des États-Unis au Togo. Si c'est un voleur, il ne va pas saisir l'ambassade des États-Unis au Togo. Il a saisi l'Interpol à Lyon. Si c'est un voleur de véhicule, il ne va pas saisir l'Interpol Lyon. Il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO, donc il attend qu'on lui restitue ses véhicules. Voilà aussi un pays où les gens se sont énormément enrichis. Se sont énormément enrichis. Et ils ne peuvent même pas eux-mêmes aller acheter des véhicules de leur goût. Quand quelqu'un achète des véhicules qui passent au Togo, ils saisissent ça. C'est des méthodes de bandits. C'est-à-dire, vous avez des milliards, vous ne pouvez pas aller chez un concessionnaire pour dire, oui, je vais acheter une Bentley, je vais acheter une Porsche, je vais acheter une Maserati. Non, mais quand quelqu'un achète un véhicule et qu'on amène le véhicule à Lomé, vous saisissez le véhicule parce que vous avez la force. C'est comme ça que vous avez plein d'officiers qui sont à Lomé, qui ont des véhicules de luxe dans leur maison, des Porsche Panamera, tout ça dans leur maison, alors qu'ils ne peuvent pas, en temps normal, acheter ces véhicules-là. Donc, cette affaire-là suit son cours et puis on attend. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Et j'espère que on vous reviendra le plus rapidement possible avec de nouveaux éléments dans ce dossier-là. Et je tiens à préciser à vous tous qui êtes restés en ligne, on était très nombreux aujourd'hui, presque 7000 sur TikTok en direct, je sais que c'est plus que ça. Dans la réalité, on était 18 000 pratiquement sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour les Togolais à venir écouter ce que nous disons ici, parce que nous abordons les problèmes de la République. On n'est pas là pour les commérages, on n'est pas là pour les problèmes d'individus. On aborde les problèmes de la République. Pendant les 2h20 où je suis resté assis ici, j'ai parlé des problèmes des Togolais. Depuis 5AC jusqu'à Lomé. Et je vais vous montrer une dernière image, j'ai oublié. Ce fameux ministre-là, de sport. On parle des problèmes des Togolais, on ne parle pas des problèmes des individus. On parle des problèmes des Togolais. Et c'est le problème des Togolais qui nous intéresse. Le reste là, on n'a rien à cirer. Voyez votre ministre des Sports, ce grimpeur de je ne sais pas quoi là, ou qui se promène là. Voilà, lui, comme j'ai eu à le dire, il n'est pas assis dans son bureau pour concevoir des projets, pour créer des centres de sport dans toutes les régions du Togo, de créer des halls de sport, de créer des gymnases. Lui, son problème, c'est d'aller courir, faire du jogging. Chaque premier ou chaque dernier samedi du mois, il va faire du jogging. Il vient de faire les 5 régions. Donc, il vient de faire Dapaon. Mais vous allez voir là, Dapaon, que le ministre a Dapaon, comme j'ai Poudjoa. Depuis beaucoup qu'on les Poudjoa, faut pas ballon le voici. Regardez l'image. Eux, ils ont porté les bonnes chaussures. Les enfants qui sont derrière eux, ils n'ont pas de chaussures de sport. Vous imaginez? C'est-à-dire, Milik Potogoua. C'est-à-dire, ils sont allés pour sortir les gens de Dapaon, ils ont fait la pression, comme ils ont l'habitude de le faire. Ils ont dit à Diamagbo qu'il y a quoi là, urgence sécuritaire, qu'on ne doit pas faire d'activité. Entre-temps, la fille de Bagna, madame Stella Bagna, elle est partie là-bas sortir les élèves. Une autre héritière d'un grand voleur sortir les élèves, on a applaudi madame la députée, madame la députée. Quand tu vois l'établissement où elle est allée rencontrer les élèves, mademoiselle Bagna, et tu vois l'établissement,
Et tu compares à tout ce qu'eux, ils ont volé, ils auraient pu clôturer cet établissement ou construire les établissements. Elle est allée s'asseoir là-bas. On l'a laissé, l'autre elle est partie là-bas. Après, c'est le ministre qui va là-bas. On va rassembler les gens. Et maintenant, regardez l'image. Toute la minorité qui est devant, la minorité a des chaussures de sport. Ceux qui sont derrière, pour le jogging, il ne faut pas mouler aussi. Et ils n'ont pas de chaussures de sport. Ça, c'est le Togo, ça. C'est les deux Togos qui sont résumés sur cette image. Hein. C'est les deux Togos là qui sont résumés sur cette image-là. La minorité a des chaussures de sport. Même des chaussures de sport. Les gens n'en ont pas. Certains n'en ont pas d'appareil pour courir. Mais le ministre là, il ne réfléchit pas comment je fais pour que les enfants qui sont d'appareil aient les infrastructures et des chaussures pour courir. Il va là-bas les sortir avec les tapettes pour courir dans les rues de Dapao et faire la poussière sur les gens. Et ça, c'est la mission d'un ministre des Sports. Maintenant, il a fini de faire les 5 régions. Qu'est-ce qu'il va faire prochainement? Il va faire soit à la hauteur, ou après il va, ou bien le prochain jogging c'est dans la mer. Il va aller courir dans la mer. Puisqu'il est dans le ministère, il ne fait rien, il ne sait pas quoi faire de son ministère. Donc il sort pour faire grimper. Tantôt il fait, je ne sais pas quoi, et maintenant il court. Le jogging qu'on faisait depuis des années, c'est maintenant que lui met ça dans son programme, que le ministre apprend aux gens à faire du jogging. Et tout est mis pour la sous-question bébé. C'est ça le Togo de Fogne. Le pays est bloqué. Le pays est totalement bloqué. Ils ne savent pas quoi faire du pouvoir. Et ces derniers temps, vous voyez, les gens disent oui, on a reçu des investisseurs de Biélorussie, on a reçu les investisseurs de Oman. Je dis, Togo. Mais le Bénin n'a pas reçu des investisseurs d'Azerbaïdjan avant de faire les réalisations. Le Togo de Sylvain Solipio, le Togo qui a des ports en eau profonde, le Togo qui a les phosphates, le Togo reçoit des investisseurs de Oman, de Biélorussie, de Kazakhstan. Et le Togo de Sylvain Solipio, qui parlait d'égal avec les grands chefs d'État du monde. Les John Kennedy, les grands du monde, qui parlaient toutes les langues avec eux, anglais, français, allemand. On va amener des farfelus que investisseurs venus de Oman, Azerbaïdjan, Biélorussie. Mais c'est-à-dire, vous voyez, quand les gens sont incompétents et qu'ils veulent donner l'impression de travailler, eux-mêmes, ils vont acheter des individus, ils les font venir par voyage, et ils font filmer ça pour dire, ah oui, on a reçu des individus, on a reçu des opérateurs économiques. Pour donner l'impression à la population qu'ils travaillent. Et jamais vous ne verrez leurs investissements. Entre parenthèses, avant que je le finisse, Ford avait lancé 2 projets dans Agou. Qu'ils vont faire quoi? Ils vont relancer les filières de quoi Agou et Badjala. Ils avaient posé une première pierre. Ça n'a pas marché. Ils ont posé une deuxième pierre que j'ai dénoncée. Deuxième pierre à Chamaboura à Verme. Avec une société française qui s'appelait, c'est pas quoi, une société qui est venue de la Côte d'Ivoire. Ils ont posé une deuxième pierre. La deuxième pierre aussi a disparu. La première pierre a disparu sur le même site. Les 2 sites, Agou et Badja. Les deuxièmes pierres, il les a posées au même endroit pour le même projet. Les deuxièmes pierres aussi ont disparu. Je suis sûr que pour voir les 2 pierres là, les 2 pierres qu'il a posées, il faut faire des recherches archéologiques pour retrouver les pierres qu'il a déposées dans la bourse là-bas. Tout ça, c'est de la comédie. Les autres n'ont pas besoin de ça pour évoluer. Bientôt, j'ai fait 2h30. Je pense que c'est suffisant. Et merci infiniment, vous tous qui êtes restés. Et je tiens à vous rassurer que nous, on fait notre travail. Nonobstant tout ce que les gens racontent, on s'en fout de ce que les gens racontent. C'est parce que justement on s'en fout de ce que les gens racontent qu'on avance. Voilà. Dans la vie, c'est ça. Dans la vie, quand tu connais tes objectifs, quel que soit ce que les gens font, tu avances. Tu n'as pas le temps pour t'occuper de la racaille. Des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, toi, tu restes sur tes objectifs. Si je finis le live de ce dimanche, dans la semaine, je vais faire ce que je sais faire, et puis je vais préparer le live du dimanche prochain. Donc, je n'ai pas le temps pour aller me promener chez des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Moi, je viens livrer des informations, et des gens qui
qui ne savent pas comment moi je fais pour avoir mes informations. Ils sont plus informés que moi-même. Ils disent, ah, lui là, c'est celui-ci qui lui a donné les informations. Ah bon? Si vous connaissiez ceux qui me donnaient les informations, pourquoi vous ne les approchez pas pour qu'ils vous en donnent autant? Si vous connaissiez ceux qui me donnent les informations, pourquoi vous ne les approchez pas pour qu'ils vous en donnent autant? C'est quand même incroyable. Et des énergumènes comme ça polluent la toile avec des histoires sans tête ni queue. Et il y a des gens intelligents qui les suivent. Et il y a des gens intelligents qui les suivent. Des énergumènes qui polluent la toile, qui racontent tout et n'importe quoi. Et ils se contredisent même quand vous les suivez aujourd'hui. Demain vous suivez, ils vont dire une chose aujourd'hui, sont contraires demain. Vous avez remarqué que tous ceux qui soutiennent UNIR là, quand j'ai sorti les preuves, avant ils disaient que je mentais. Quand j'ai sorti les preuves, ils n'ont plus dit que je mens. Ils ont dit oui, s'il a trouvé ça. Ils ont commencé par gratter la tête. Parce que ils ne peuvent pas venir dire que Ferdinand fait un bon travail. C'est cela en contradiction avec tout ce qu'ils ont raconté par le passé. Donc maintenant, ils cherchent qui lui a donné, qui lui a donné, qui lui a donné. Et ils racontent des inepties. Des inepties. Merci beaucoup à vous. J'espère que dimanche prochain, on aura un autre dossier croustillant. Nous, on est à la chasse, hein, on est à la chasse des dossiers. Ça, c'est notre travail. On est à la chasse des dossiers. Partout, il y a des voleurs dans la République là-bas et que la justice n'arrête pas les gens, on ne les arrête pas. Nous, on va les sortir. C'est ce qu'on va faire pour montrer comment Fort a créé un système de corruption généralisée dans notre pays qui empêche le pays de se développer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on a les outils pour faire ça. On a les réseaux nécessaires pour faire ça. On a des relations pour faire ça. On a des entrées pour faire ça. Donc, nous, on est tranquille. Partout. Quand il y a 2 personnes quelque part, il y a quelqu'un. Ou quand il y a 3 personnes quelque part, il y a quelqu'un qui a de la sympathie pour le travail que nous faisons. Je ne dis pas qu'il me connaît, mais qui a de la sympathie pour le travail que nous faisons. Et donc, il fait remonter à travers 1000 personnes une information qu'on prend le temps de regarder, de vérifier, de passer au filtre. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Du courage avec les inondations, du courage avec le délestage, et on aura encore, du courage avec toutes les difficultés que vous avez. Mais les Togolais doivent comprendre que la solution, c'est nous-mêmes. La solution, c'est nous-mêmes. Les informations que nous partageons avec vous chaque dimanche, on ne les partage pas avec vous comme si vous venez regarder du cinéma et que vous repartez dormir chez vous à la maison. Je viens de vous donner les impacts de tout ce qui se passe avec les détournements. Ce sont les détourneurs qui ont augmenté le prix des terrains à Lomé. Ce sont les détourneurs qui font que les entreprises ferment. Ce sont ces gens qui détournent de l'argent qui font que même la nourriture est chère au Togo. Parce que tout ce que les gens peuvent acheter moins cher, eux, ils vont l'acheter cher. Une fois qu'ils vont l'acheter cher, ils font augmenter les prix chez les vendeurs. C'est ça. Donc, ils vous privent 2 fois de votre bien-être. Donc, les Togolais doivent se réfléchir, se réveiller, demander des comptes aux dirigeants, mettre la pression sur les dirigeants, prendre conscience. Vous, les étudiants, vous êtes à l'université, il y a quelqu'un qui a déjà 100 millions sur le compte de son enfant à naître. Il y a quelqu'un qui prévoit aller faire accoucher aux États-Unis. Vous devez avoir le courage de demander des comptes aux dirigeants. C'est le but qui est recherché. C'est la finalité de cette dénonciation-là. Si les gens ne sont pas capables de le faire, ne venez pas accuser les journalistes. Les journalistes font sérieusement leur travail. Ils prennent même déjà suffisamment des risques pour vous informer. Après, si vous êtes incapable d'assumer votre partition, ce n'est pas de la responsabilité des journalistes. L'histoire retiendra le rôle que chacun aura joué en ce moment crucial de notre pays. C'est ça. Allez, bonne semaine, bon début du mois d'avril. C'est le mois de l'indépendance du Togo, 27 avril 1900, ça fera 66 ans qu'on est indépendant. Chacun pourra faire le bilan, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on arrive, et comparer avec les pays voisins, le Bénin. Hein? Le 27 avril, le Bénin aura déjà un nouveau président, et le Togo peut faire le bilan, et on verra si on a avancé ou si on stagne.
Merci beaucoup, grand frère Koussa Éloi. Merci d'être resté en ligne. Merci à vous tous. Merci infiniment, vous tous qui êtes restés. On était encore plus nombreux aujourd'hui. Et cela démontre de l'intérêt. Merci à nos frères béninois qui sont aussi en ligne, les Ghanéens. Tous ces gens-là suivent le live parce que je reçois les retours de ces pays-là. Ils suivent nos lives. Et j'ai rencontré des compatriotes, des béninois.